Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Merci à ceux qui, les trentaines de personnes qui ont vu la précédente vidéo, la deuxième partie du fameux livre de Covid-19, Le Grand Reset de M. Schwab. Malheureusement, oui, je sais, c'est compliqué parce que la vidéo fait plus de 2 heures. Et force est de constater qu'en effet, sur YouTube, quand vous voulez avoir de la visibilité, il vaut mieux faire des vidéos qui ne fassent pas 2 heures. Sauf cas exception, quand il s'agit d'entretien ou de certains délires entre personnes dans des lives proprement dit. Mais néanmoins, ce qui est dans la vidéo, je pense, est très essentiel pour votre compréhension de ce qui va se passer dans l'avenir, et voire même déjà ce qui est en train de se passer. Parce que je rappelle ce livre qui sert aujourd'hui de référence, de vulgarisation, en fait, de préparation des esprits pour éventuellement le Grand Reset. Je le rappelle, le Grand Reset, pour l'instant, on en parle, on en a susurré quelques éléments, mais il n'y a rien d'officiel. L'officialisation, elle viendra peut-être, je dis bien peut-être, au mois de juin, si en effet les données concernant la pandémie conviennent à commencer à préparer le terrain et commencer à mettre en place ce qu'ils souhaitent mettre en place. Néanmoins, je vous invite à voir ces 2 vidéos et n'hésitez pas à les partager pour que le plus grand nombre puisse bien être informé, bien être au courant des tenants et des aboutissants de ce que pourrait devenir le lendemain, l'époque post-pandémique, qui aujourd'hui, force est de constater par certains éléments, et d'ailleurs dans les infos intox, on en parle, je vous donne un certain nombre d'éléments qui tentent à démontrer que le monde d'avant, eh bien c'est fini. Aujourd'hui, nous devons nous préparer à vivre dans un nouveau monde, dans une nouvelle ère. C'est ce qui finalement nous avons connu dans toute l'histoire de l'humanité, sauf que évidemment aujourd'hui nous vivons avec des sociétés, avec des gens qui croient maintenir corps et biens leur petite vie, leurs petits avantages, leur petit quotidien, je dirais même leurs petites convictions. Mais force est de constater que de toute façon, eh bien, il va falloir qu'ils s'adaptent. Ce qui certainement va être psychologiquement très difficile pour certains, puisque nous le savons déjà, nous avons installé dans nos sociétés occidentales une société de consommation qui est basée sur la satisfaction du besoin, du plaisir, de la consommation, et de fait, du jour au lendemain, quand on dit aux gens, bah non, désolé, maintenant vous allez pouvoir consommer comme ça, mais plus comme ça, ou va falloir maintenant donner pour recevoir, il va falloir que vous concédiez pour accéder, il va falloir que vous acceptiez pour obtenir un certain nombre d'avantages ou un certain nombre d'intérêts, mais finalement on reviendra à quelque chose d'assez séculaire, qui est que finalement la gratuité n'existe pas. Et je vous rappelle, n'hésitez pas dans les conversations à la rappeler, que le revenu universel va être présenté comme une issue sociale grandissante, une avancée humaine et solidaire d'une importance capitale, sauf que derrière, on va évidemment cacher le fait que ça va inclure des sacrifices de souveraineté, des sacrifices de liberté, des sacrifices de droit, parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'argent gratuit, il y a forcément toujours une contrepartie. Cette contrepartie, vous l'avez déjà en application depuis des années dans un certain nombre de domaines. Qui plus est, certains d'entre vous se sont peut-être déjà fait piéger parce qu'ils croyaient être une promotion, ce qu'ils croyaient être un avantage en nature ou financier, et qui finalement vous êtes rendu compte à vos dépens que y avait quand même certaines conditions derrière pour avoir le prix modéré, pour avoir le prix promotionnel d'un service ou d'un bien. Et bien malheureusement il y avait certaines conditions qui faisaient que finalement le jour où vous vous êtes rendu compte que ça marchait pas, que ça ne fonctionnait pas, ou que ça n'attirait absolument aucun intérêt, eh bien trop tard, vous y étiez déjà engagé. Voilà pour ce petit aparté concernant la précédente vidéo. Tout de suite on passe à ce qu'on a besoin de parler maintenant. Ce que je vais parler maintenant, finalement c'est lié.
c'est lié à cette vidéo sur le Covid-19, le grand reset, puisque M. Schwab a fait parler de lui récemment. En effet, le fondateur et économiste du Forum de Davos, co-auteur du livre Covid-19, le grand reset, va former une élite de jeunes issus de plusieurs pays pour préparer le monde de demain. Une fois de plus, preuve que qui vous chante le retour à la vie d'avant ou à la normale vous balade de A jusqu'à Z. Et en effet, un certain nombre de partenaires vont contribuer à la mise en place de formations. Est-ce que c'est une école ou une université? On ne sait pas trop la dénomination. Néanmoins, il va y avoir à peu près 150 candidatures à pourvoir. Alors, je ne sais plus combien, il n'y a pas de précision en fait sur le délai. Pour l'instant, c'est un projet. Mais un projet dans lequel vous avez déjà des organismes qui vont interagir, qui vont intervenir. Et là, je vous le donne en mille. Ces organismes, c'est la Telecany Incorporated, Bain & Company Incorporated, la Barclays, Bill and Melinda Gates Foundation, tiens, comme par hasard, Clayton, Dubilior & Rice LLC, la Deutsche Bank, General Motors Company, The Goldman Sachs Group Incorporated, Google Incorporated, en l'occurrence Alphabet, HSBC Holding PLC, Unswap Energy, Hendrick & Struggles, Lazard, Banque Lazare, McKinsey Company, Morgan Stanley, PepsiCo, Publicis Group, Renault-Nissan, Standard Chartered Bank, Swiss Reinsurance Company, UBS, WPP PLC et Zurich Insurance Group. Voilà les acteurs qui vont s'impliquer dans ce projet de former une élite européenne, une élite qui sera bien au-delà d'ailleurs de l'Union européenne, qui sera véritablement l'élite qui devra, dans les années à venir, promouvoir, influencer les autorités d'un ensemble de pays pour accepter finalement les accords et contribuer, quand le grand reset commencera déjà à pointer son nez, contribuer à être les artisans, les ouvriers de la mise en place du grand reset à l'échelle européenne comme à l'échelle internationale. Petit retour sur ces fameux dîners clandestins. Il n'y en a pas qu'un, je veux dire, il n'y en a pas deux, il y en a plusieurs, mais sauf qu'évidemment, ceux qui se sont fait choper, en l'occurrence Chalancon et le roi, ils ont été auditionnés. Ils ont été auditionnés pour savoir dans quel cadre, dans quelle mesure ils avaient la possibilité de pouvoir faire ou d'organiser ce qu'ils ont organisé. Sauf qu'ils se sont empressés assez rapidement de se présenter devant les médias, BFM, et Chalancon s'est présenté, alors là je crois qu'il bat les records lui en se présentant en différentes émissions, et allant même jusqu'à pleurnicher chez Morandini, ce qui est quand même formidable. Et il y a quand même un argument qui est assez intéressant dans ce qu'ils ont dit à la télévision. Il y en a un qui a dit, et surtout le roi, il a dit « mais attendez, moi les repas je les organise chez moi ». Et on a entendu d'autres gens dire « oui, mais attendez, Chalancon, c'est pareil, il a organisé ses dîners, alors avant 17h30, donc normalement les gens devaient partir avant le couvre-feu, sauf qu'il y a quand même un personnel qui était présent, parmi les membres du personnel, il y a quand même des gens qui ont bien dit qu'il y avait, je crois, les responsables cuisine qui en fait étaient partis à minuit et les derniers personnels sont partis à 1h du matin. Et donc, voilà, ils essaient d'excuser en disant « oui, mais attendez, c'est pas des restaurants clandestins, puisque les restaurants clandestins, c'est qu'il faut avoir une activité de restauration ou une activité commerciale quelconque. Or là, on a organisé ça chez nous, dans nos appartements, dans nos lieux de vie. » Sauf que Christophe Leroy prétend sur BFM que le Palais Vivienne, c'est chez Chalancon. Oui, sauf que le problème, c'est que le Palais Vivienne, c'est aussi le lieu et place de l'URL Palais Vivienne. Palais Vivienne Events, société de responsabilité limitée, est en activité depuis 5 ans, établie à Paris. Elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Son effectif est compris entre 1 et 2 salariés. Sur l'année 2017, il réalise un chiffre d'affaires de 302 000 €. La totale du bilan a augmenté de 120% entre 2016 et 2017. Société.com recense 2 établissements et le dernier événement notable de cette entreprise date du 6 mars 2019 et monsieur Pierre-Jean Chalancon est gérant de l'entreprise URL Palais Vivienne Event.
voyez l'ambiguïté? C'est qu'en fait, ce qui est chez lui est en fait aussi l'adresse de la raison sociale de son entreprise. Et c'est la même chose pour Monsieur Leroy. Monsieur Leroy, ce qu'il prétend être chez lui est en fait l'adresse 6 rue Georgeville, 75 116 Paris. C'est en fait l'adresse de sa société Keys. Société Keys qui est immatriculée au RCS au 14 juin 2018 et enregistrée également à l'INSEE au 8 juin 2018. Et son numéro de société est le 840418305. Donc voilà, présentation de la société. Société par action simplifiée, est en activité depuis 2 ans, située à Paris, 75 116. Elle est spécialisée dans le secteur d'activité de l'organisation de foires, salons professionnels et événementiels. Donc c'est bien un lieu d'entreprise. C'est toujours cette subtilité d'ailleurs qu'ont certaines personnes qui ont des entreprises et qui mettent leur adresse personnelle en tant qu'adresse, je dirais, de statut d'entreprise. Donc c'est toujours facile de dire, mais attendez, je fais chez moi, donc je fais ce que je veux chez moi. Non, tu ne fais pas ce que tu veux chez toi. Tout simplement, parce que ce que tu vas faire chez toi, il va y avoir une facturation. Et la facturation, elle est faite au nom de qui? À ton nom propre ou au nom de ta société? Donc si c'est au nom de ta société, c'est pas un dîner chez soi. C'est un dîner organisé dans le cadre de ton entreprise. Elle est là la subtilité. Mais ça, évidemment, c'est pas BFM, c'est pas TF1, c'est pas France Télévisions qui va vous expliquer ce genre de petits détails. Autre petite information et non des moindres, vous connaissez Linky, les fameux compteurs intelligents, comme on les appelle, et qui font d'ailleurs polémique depuis de nombreuses années maintenant, où il y a même des associations contre l'installation. La plupart des acteurs liés au business de Linky ont toujours assuré que c'était une amélioration technologique. Ça allait garantir la véracité, l'authenticité, la qualité des données et permettre aux particuliers peut-être même de faire des économies, puisque on pourra déterminer le niveau de consommation grâce à Linky et ensuite adapter la facturation à chacun. Sauf que, vous le savez, vous en avez peut-être entendu parler, d'ailleurs je vous en ai parlé, vous avez maintenant le fisc. Le fisc qui a autorité pour utiliser des outils d'information ou d'utiliser des données ou des fichiers pour faire la chasse à la fraude. Et il se trouve que Pôle emploi s'est vu doter dans la loi de finances 2021 de nouveaux moyens d'investigation pour traquer les éventuels chômeurs fraudeurs, et cela inclut aussi votre consommation d'électricité. Électricité, de gaz, etc. En effet, Pôle emploi a désormais accès sur demande à vos factures d'électricité. Or, sur vos factures d'électricité, s'il s'avère que vous n'avez rien consommé, ou presque, pendant plusieurs mois, évidemment, c'est un gros indice sur le fait que vous n'étiez pas dans votre domicile pendant ce temps. Un temps où, logiquement, vous êtes censé être disponible en tant que recherche d'emploi, etc. Je rappelle, normalement, je crois que même quand vous êtes au chômage, si vous décidez de partir en vacances, vous devez peut-être, je pense, le signaler, si c'est encore le cas. Enfin, tout ça pour dire en effet que finalement, ceux qui... j'ai envie de dire, pourquoi pas permettre l'accès à ce genre de données pour lutter contre la fraude? Le seul problème, c'est que dans 80% des cas, ceux qui fraudent sont pas bêtes. Ce sont des gens qui savent comment gruger. Déjà, ne serait-ce que les factures, électricité, gaz, etc., ils ne le mettent pas à leur nom. Ils le remettent soit au nom de leur compagne, soit au nom de la personne qui, soi-disant, les héberge et à qui, des fois, ils filent de l'argent pour payer le loyer, etc. Donc, ils ont une résidence, ils payent avec de l'argent parfois fait au black, etc. Mais finalement, donner autorité à des organismes tels que Pôle emploi ou le fisc d'aller piocher dans vos données, dans vos informations, est-ce que ça va vraiment servir à grand-chose? Surtout qu'en plus, ce sont des services qui ont déjà des pénuries de personnel, des pénuries de qualifications. J'ai envie de dire que ça, c'est la bonne excuse en réalité pour permettre à d'autres organismes de collecter en fait des données sur vous, sur votre consommation, sur ce que vous consommez, comment vous le consommez, etc. En fait, c'est un véritable cheval de Troie, ne soyons pas dupes. La pieuvre de Big Brother s'étend et elle va continuer à s'étendre puisque de toute façon, vu que
et ça rejoint un petit peu ce que disait Schwab dans son livre, vu qu'on va aller de plus en plus vers de l'automatisation, de plus en plus vers la dématérialisation, forcément, dès qu'on va toucher à du numérique, le numérique n'est pas infaillible, le numérique est forcément piratable, et donc va permettre à des gens de pouvoir obtenir des informations sur vous, bien au-delà de ce que vous auriez pu éventuellement donner de vous-même à un certain nombre d'organismes. Donc voilà, bienvenue dans Big Brother. Autre petite information et non des moindres, et qui peut-être va vous concerner. Nous avons nos amis basques qui vont recevoir une douche froide. Et quelle douche froide! Les Basques peuvent rager, mais à la rigueur, on récolte ce que l'on met à la tête des instances. Surtout lorsque ceux qui s'arrangent pour vous inclure dans leur grand collectivisme qu'on appelle métropole ou encore communauté de communes, lorsque des villes s'endettent jusqu'au cou, l'art de diluer la dette en la faisant reposer sur un rassemblement de plusieurs communes, sauf que le contribuable de petits villages, de petits bourgs, n'ont pas demandé à payer en commun les délires de certaines municipalités. Samedi dernier, pour son premier exercice post-élection, le président de la communauté Pays Basque et maire de Bayonne, Jean-René Etxegaray, a lancé le cycle de hausse massive de la fiscalité locale. Le taux de taxe foncière sur le bâti a été multiplié par 10. Voté en 2015, au milieu du précédent mandat municipal entre 2014 et 2020, la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, a accouché chez nous de la communauté Pays Basque, la plus grande intercommunalité de France, qui rassemble 158 communes. Samedi 10 avril, les 232 élus de la communauté Pays Basque, la communauté d'agglomération regroupant les 158 communes du Pays Basque, se sont réunis pour approuver le budget 2021. Premier budget du nouveau mandat, les masques et les chiffres tombent, le taux de la taxe foncière sur le bâti a été multiplié par 10. Alors vous comprenez que là, les Basques, ils vont la sentir passer celle-là. Et c'est à peu près ce qui est en train de se passer avec cette volonté, très souvent, de présenter, dans un certain nombre d'endroits de France, l'intérêt de regrouper, de rassembler un ensemble de collectivités locales, un ensemble de communes, sous cette appellation de collectivité de communes, ou communauté de communes, voire métropole. Sauf que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les plans d'investissement de ces communautés, vous allez avoir des investissements qui vont ne concerner qu'une minorité de villes. Mais que la facture va être englobée sur l'ensemble des communes. Exemple, si vous avez, je vous donne un exemple que je connais, à Rouen, en Seine-Maritime, vous avez la métropole. Cette métropole, aujourd'hui, elle englobe un nombre de collectivités et un nombre de communes qui sont dans les alentours, dans la grande agglomération de la ville. Sauf que les petites villes, les petits villages de cette grande agglomération, tout d'un coup, ont vu leurs impôts augmenter. Pourquoi? Tout simplement parce que la ville de Rouen, au lieu de débloquer un certain nombre de budgets pour son intérêt, pour ses infrastructures, pour ses investissements, eh bien une partie de ces investissements vont bénéficier d'argent de la métropole. C'est-à-dire qu'au niveau de la métropole, ils réussissent à faire voter des budgets pour investir dans des projets, mais des projets qui finalement vont ne concerner que les Rouennais, ou voire quelques habitants des agglomérations proches. Mais les habitants des agglomérations lointaines, mais par contre, ils vont payer la facture. C'est un peu, pour vous imaginer la chose, vous habitez dans une petite bourgade, un petit village, qui se suffit à lui-même, qui n'a pas besoin de gros investissements, qui n'a pas besoin de grosses infrastructures, et qui, à la limite, possède des municipalités qui savent gérer les choses dans l'intérêt commun de chacun, etc. En sachant qu'évidemment, on va essayer de faire des retombées fiscales qui soient à la mesure de l'ensemble des habitants. Voilà, après ça, c'est la façon intelligente de voir les choses. Et soudainement, ce petit village, cette petite ville, va être englobée dans une collectivité, dans une communauté de plusieurs communes. Sauf qu'à un moment, le petit village, il va se dire, puisque maintenant on va être dans cette communauté de communes, on va pouvoir avoir peut-être des budgets
on va pouvoir accès à des subventions, à des budgets plus conséquents, pour pouvoir faire quelques petits travaux qui sont pas négligeables, ne serait-ce que par exemple si vous avez une petite demeure du 17e, un petit château, etc., essayez de demander justement d'avoir des aides de la commune, de cette métropole, de cette communauté, pour pouvoir lancer des travaux de rénovation et préserver à l'occasion le patrimoine local. Sauf que, quand cette municipalité va faire sa demande, eh bien les demandes vont être rejetées. Elles vont être rejetées pourquoi ? Tout simplement parce que ce seront les grandes municipalités, ce sont les grandes villes qui vont s'accaparer la plupart des budgets. Parce que ce sont des grandes villes, parce que ce sont des villes qui génèrent des revenus fiscaux importants, parce que ce sont des villes qui ont des nécessités de faire venir, de motiver, de préserver le tissu économique local. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez des municipalités qui vont développer des zones d'activité industrielle, des zones d'activité commerciale, avec toutes les infrastructures que ça nécessite à construire, des ronds-points, des routes, des ponts, ou améliorer un certain nombre de quartiers, rénover un certain nombre de quartiers, surtout en plus de ça aussi rénover des infrastructures de voirie, etc., etc. Et le petit village, au bout de quelques années, qui lui, chaque année, demande au moins un petit budget quand même, je veux dire, on fait partie de la collectivité, on a bien le droit aussi d'avoir un petit peu notre part du gâteau, on va dire, même si on n'est pas gourmand, mais au moins. Eh bien, malheureusement, les habitants vont se rendre compte que eux, ils vont payer la fiscalité locale de ces métropoles et de ces collectivités, et voire même des fois de ces délires de certaines villes, mais que leur propre petit village, finalement, il sera considérablement perdant parce que ne pourra, en règle générale, pas avoir accès à ces aides financières. Voilà ce qu'on appelle tout simplement diluer de la dette. Et il faut savoir que la plupart des grandes villes françaises, aujourd'hui, sont endettées. Elles sont endettées jusqu'au cou. Donc il faut trouver un moyen pour continuer à pouvoir avoir la confiance des investisseurs, pour avoir la confiance des banques, pour pouvoir continuer à avoir accès à des crédits, à des emprunts, voire même continuer à jouer un petit peu la spéculation sur les marchés. Eh bien, il faut garantir des contreparties. Et ces contreparties, c'est quand vous êtes une ville qui possède 400 000 ou 500 000 habitants, eh bien, en créant ces métropoles, en créant ces communautés de communes, eh bien, vous augmentez le nombre d'habitants englobés au sein d'une institution qui s'ajoute à l'activité municipale de la ville. La ville en elle-même continue à avoir son activité financière, comptable, particulière et spécifique en tant que municipalité, mais comme elle bénéficie d'un certain nombre d'aides, que ce soit de la part des régions, des départements ou même de l'État, eh bien grâce à la construction, à la mise en place de ces métropoles, de ces communautés, de ces collectivités de communes, eh bien elles vont pouvoir faire passer ou diluer tout simplement de la dette. Diluer des investissements, diluer des emprunts. Sauf que le problème, c'est qu'au lieu que ça soit répercuté fiscalement sur ceux qui vont avoir le bénéfice, ceux qui vont avoir l'intérêt de ces investissements, eh bien on va aussi le diluer sur des gens qui finalement ne vont absolument tirer aucun intérêt, aucun bénéfice de ces investissements. Voilà l'arnaque aujourd'hui de ce qui est en train de se produire en France, c'est-à-dire pour financer les délires parfois de certaines municipalités, eh bien elles vont tout simplement créer des communautés, vont créer des métropoles dans lesquelles elles vont incrémenter des petites communes, des grandes agglomérations de ces villes, et puis finalement ces grandes agglomérations, elles vont inclure également toute la part fiscale que ces communautés et de ces métropoles vont engendrer, mais finalement, oui, ça va aller toujours dans les mêmes poches, hein, en plus. Évidemment, je ne parle même pas des problèmes de corruption, des problèmes de dessous de table, des accords tacites entre certaines organisations qui sont censées réguler les activités commerciales dans les zones. J'ai déjà expliqué une petite mésaventure dont j'avais été témoin à l'époque sur les CDEC, les CDEC qui sont les comités CDEC, comité départemental des équipements cinématographiques, et qui s'étaient plus ou moins
bidouiller, ok, si on veut bien que vous ayez l'autorisation de construire un autre cinéma ou même d'ouvrir un autre cinéma, etc., mais à condition que vous arrangiez pour que ceux qui font partie de la commission d'obtention pour machin soient positifs pour cette entreprise qui a l'intention de s'installer à tel endroit. Voilà, c'est des accords, des arrangements entre amis. Donc, si vous faites partie de ces gens qui vivent dans ces communautés, dans ces métropoles, eh bien, attendez-vous à ce que, fatalement, à un moment donné, vous payez les factures pour les conneries des autres. Et enfin, pour terminer, on va faire une petite vidéo cette fois-ci. On va aller au plus court. Je vais vous lire un document qui est très intéressant et qui, à mon sens, partagez cette vidéo pour que les gens qui vont avoir l'argument de certains prétendants au trône en 2022, qui pourraient éventuellement suggérer, susurrer, insuffler, voire honnêtement dire j'ai l'intention d'étudier la possibilité de dépénaliser le cannabis, eh bien je vais vous lire quelque chose qui est très intéressant et qui méritera de faire réfléchir les gens, même ceux qui sont des consommateurs et qui aimeraient voir la dépénalisation dans leur intérêt évidemment de consommateurs. Voilà ce qui va permettre au droit de s'offrir des armes qui permettront à des individus de passer en dessous des radars de la responsabilité civile. Maintenant, réfléchissez bien, le jour où un candidat à la présidentielle vous parlera de dépénalisation du cannabis, car apparemment, on est en train de s'orienter vers la légalisation aussi de la dépénalisation du meurtrier, voire dans des actes délictueux, dans des actes physiques sur des personnes, du fait qu'on va jouer sur un argument de droit qui est le discernement. C'est-à-dire que dans leurs actes, leurs discernements seront altérés physiquement et psychiquement et neuropsychiquement, et de fait pourront être tenus pour irresponsables de leurs actes. Alors attention, je vais vous lire le document. Une personne qui a commis un acte sous l'emprise d'une bouffée délirante, abolissant son discernement, ne peut pas être jugée pénalement, même lorsque son état mental a été causé par la consommation régulière de produits stupéfiants. En effet, la loi ne prévoit pas de distinction selon l'origine du trouble psychique. Selon la loi, une personne ne peut pas être tenue pénalement responsable de ses actes lorsqu'elle a été atteinte, au moment des faits qui lui sont reprochés, d'un trouble psychique ou neuropsychique qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. C'est ce qu'on appelle la loi. L'irresponsabilité pénale est règle de procédure. Lorsqu'à l'issue des investigations et des expertises psychiatriques, il existe des charges suffisantes contre une personne mise en examen pour un crime et qu'il est plausible qu'elle soit pénalement irresponsable, le juge d'instruction peut saisir la chambre de l'instruction pour que des débats aient lieu sur ces deux questions en présence des parties civiles, des experts et le cas échéant de la personne mise en examen. C'est ainsi que les juges d'instruction ont procédé dans cette affaire. Les faits et la procédure. La Chambre de l'instruction a considéré qu'il existait des charges suffisantes contre l'intéressé d'avoir commis des faits de séquestration d'une famille et de meurtre d'une femme aggravés par la circonstance que les faits ont été commis en raison de l'appartenance de la victime à la religion juive. Selon les avis unanimes de différents experts psychiatriques, cet homme présentait au moment des faits une bouffée délirante aiguë. Après avoir relevé de cette bouffée délirante était due à la consommation régulière de cannabis, la Chambre de l'instruction a déclaré l'homme pénalement irresponsable, son discernement ayant été aboli lors des faits. La Chambre de l'instruction a placé cet homme en soins psychiatriques, contraint sous la forme d'une hospitalisation complète et l'a soumis à une interdiction d'entrer en contact avec les parties civiles et de paraître sur le lieu des faits pendant 20 ans. La question posée à la Cour de cassation. Lorsqu'elle est à l'origine d'un trouble psychique,
la consommation de produits stupéfiants constitue-t-elle une faute qui exclut l'irresponsabilité pénale? Et la réponse de la Cour de cassation, en cohérence avec la jurisprudence antérieure, mais pour la première fois de façon aussi explicite, la Cour de cassation explique que la loi sur l'irresponsabilité pénale ne distingue pas, selon l'origine du trouble mental, qui a fait perdre à l'auteur la conscience de ses actes. Or, le juge ne peut distinguer là où le législateur a choisi de ne pas distinguer. Ainsi, la décision de la Chambre de l'instruction est conforme au droit en vigueur. Les pourvois formés par les parties civiles sont donc rejetés. Vous avez compris ou pas? Si demain on dépénalise le cannabis, c'est-à-dire qu'on va permettre l'augmentation, voire la liberté absolue de pouvoir consommer ce qui est considéré comme l'usage de stupéfiants récréatifs, mais on le sait très bien, c'est comme l'alcool, hein. J'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo. C'est-à-dire que demain, un individu qui fume régulièrement va pouvoir jouer la carte de son manque de discernement au moment des faits parce qu'il était sous l'emprise du cannabis. Et donc, de ce fait, la loi peut très bien, dans le cadre d'une procédure, dans le cadre d'un procès, alors là, évidemment, procès, ça sera toujours les juges qui décideront d'aller dans un sens ou dans un autre, mais si un juge décide de jouer plutôt la carte soft, souple, qui plus est idéologique, c'est-à-dire écarter toutes les notions d'amalgame que pourraient éventuellement tomber sur un certain nombre d'individus retenus comme étant responsables d'un acte délictueux, eh bien, on va pouvoir le faire passer pour un dingo. On va pouvoir jouer sur l'argument de l'altération psychique ou neuropsychique à cause de l'usage et de la consommation de stupéfiants pour absoudre ces individus de répondre de leurs actes aux yeux de la loi. Donc, la prochaine fois qu'un homme politique, ou qu'un clientéliste, ou même l'un de vos amis, qui est pour la dépénalisation du cannabis, eh bien là, vous pourrez lui expliquer que si on dépénalise le cannabis, eh bien, ça va permettre à des individus, des criminels, des tueurs, d'avoir une chance sur deux de passer sous le radar de leurs responsabilités parce que ce sont des consommateurs de cannabis. Et à les démontrer, à les prouver à quelle fréquence ils peuvent consommer, on aura toujours le doute, le bénéfice du doute. Évidemment, certains diront, pour protéger leur intérêt de voir la dépénalisation du cannabis se produire en France, de dire oui, mais il ne faut pas aller dans les extrêmes. Là, ce que vous êtes en train de dire, c'est du cliché. Oui, mais ce que vous êtes en train de dire là, c'est des informations d'extrême droite. Ah, c'est du fascisme. De toute façon, qui a tué sous l'emprise du cannabis des automobilistes, certain nombre de criminels qui sont aujourd'hui en prison et qui ont une réputation notoire d'être des gros consommateurs de cannabis, voire d'être peut-être passés aussi à des drogues dures. J'ai envie de dire à ces gens, l'alcool est déjà un problème. Sauf que quand on est un consommateur, mais que par souci de se croire maîtriser la situation, et comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, quand vous prenez un whisky le soir pour vous détendre, un jour vous allez vous dire pourquoi j'en prendrais pas un deuxième. Et puis un autre jour, pourquoi j'en prendrais pas un troisième. Je suis libre, je fais ce que je veux. Et là, vous n'êtes plus dans la consommation récréative, vous n'êtes plus dans la consommation occasionnelle. Vous tombez dans la consommation régulière. Et cette consommation régulière, alors, on ne va pas blâmer la consommation régulière. Vous avez beaucoup de gens qui consomment régulièrement de l'alcool, et ce n'est pas pour autant que ce sont des alcooliques. Sauf qu'il y a un moment donné où parfois des situations personnelles, des contextes professionnels font qu'à un moment donné, vous allez passer de l'autre côté de la frontière.
et vous allez passer de l'autre côté de la frontière, le jour où vous allez peut-être vous en rendre compte, par acquis de conscience, il sera déjà trop tard. Et comme on vit dans des sociétés où malheureusement vous avez beaucoup de gens qui refusent la fatalité, qui refusent et qui vivent dans le déni constant de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont devenus, ben c'est souvent des gens qui, le jour où là la catastrophe leur tombe sur le coin de la cafetière, où leurs actes, leurs responsabilités, tout d'un coup les rappellent à eux-mêmes, eh bien tout d'un coup ces gens-là, il faut les aider. Voilà, ils sont trop faibles. Ils ont manqué de courage. Ouais, sauf que il arrive un moment où ce genre d'individus, même quand ils n'ont pas conscience de leurs actes, deviennent des criminels. Ils peuvent devenir des criminels. Parce que quand on prend sa voiture, quand on est complètement torché, ben vous jouez avec le feu. Sauf que vous jouez avec le feu, c'est-à-dire qu'un jour, vous n'allez pas voir un feu rouge, et au même moment, vous allez cartonner une bagnole avec une famille entière dedans. Je vais être brutal. Pour terminer cette vidéo, je vais vous raconter une anecdote. Je connaissais un certain nombre de personnes qui travaillaient comme pompiers volontaires ou pompiers professionnels. Et il se trouve qu'un jour, un pompier est revenu blanc. Mais blanc. Comme là, il venait de faire une intervention, et l'un de ses collègues, qui était sur place, évidemment, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a, il s'est passé quelque chose, etc. Et là, son collègue me raconte. Un peu plus loin, il y a eu un accident grave. Un monsieur, apparemment, a roulé trop vite et il a perdu le contrôle de son véhicule et il a malheureusement tapé de front une glissière. Sauf que la glissière, elle a fait en sorte que la voiture s'est levée, la voiture a fait quelques tonneaux et s'est retrouvée sur le toit. Sauf que le gars, peut-être acquis de conscience, il avait sa ceinture de sécurité. Donc il a pu sortir du véhicule, il avait quelques ecchymoses, etc. Mais les pompiers, et donc ce fameux collègue, quand ils sont arrivés sur place, ils se sont rendus compte qu'évidemment le mec était complètement torché. C'est-à-dire qu'avec un taux d'alcoolémie qui était... Voilà. Le mec n'était pas du tout à même de conduire son véhicule. Le personnage, la police arrive, pose des questions, sauf que le mec est clairement incapable de répondre aux questions, et le type est vraiment sous le choc, incapable de parler, etc. Donc, embarqué par le SAMU, les policiers font le premier procès verbal, etc., font le constat des faits, repère du véhicule, etc., machin. Et là, ils disent, avec une grue, une dépanneuse qui est arrivée avec un palier, je ne sais plus comment on appelle ça. Et donc les pompiers, qui eux assistent évidemment pour vérifier les derniers éléments, etc., à un moment donné, ce fameux collègue se rend compte de quelque chose dans la voiture de particulier. Il se rend compte qu'il y a un siège auto pour enfants. Et là, le collègue, à un instinct, il se dit « Attendez, il y a un problème. Est-ce qu'on peut téléphoner aux collègues qui sont dans le SAMU pour demander au mec, est-ce qu'il avait son gamin avec lui ou pas ?» Ils appellent le SAMU, machin, ils posent la question, le mec, de toute façon, il est complètement HS, c'est-à-dire pas de réponse. Et là, il décide, par acquis de conscience, de quand même vérifier dans la zone, voir au cas où. Hein. Il ne trouve rien. La grue arrive, attache la voiture, commence à lever la voiture. Et là, le collègue, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit sous la voiture ? Je vous laisse imaginer la chose. En fait, le gamin ne devait certainement pas être attaché sur son fauteuil, et il est passé à travers la vitre, sauf que la bagnole lui est retombée dessus. Voilà. Et voilà, ça c'est le genre d'événement qui malheureusement arrive tous les jours. Tous les jours, avec des gens alcoolisés, drogués. Mais évidemment, ça fait partie des faits divers. Ça fait partie de la vie. Sauf que, forcément,
on n'a pas eu d'informations sur ce qui est arrivé à ce monsieur, mais apparemment, il semblerait que le monsieur, il a fini en tôle, puisque là, il y a homicide involontaire, mais avec circonstances aggravantes, donc forcément, ce monsieur va devoir vivre le reste de sa vie avec cette responsabilité, finalement, d'avoir tué le gamin. C'était peut-être son gamin, je ne sais pas. Mais ce qui est pire dans notre société, c'est que malheureusement, vous avez des gens qui commettent ce genre d'actes. Et qui pourtant, même devant un juge, trouvent encore le moyen d'essayer de relativiser les choses. C'est la société de consommation. Et c'est ces mêmes personnes qui vont vous dire oh, un petit joint de temps en temps, ça fait pas de mal. Oh, 2-3 petits verres par jour, ça fait pas de mal. Jusqu'au jour où tu te rends même plus compte que tu n'es plus à 2-3 verres ou à 2-3 tarfoufs par jour. Voilà, c'était cette note plutôt gravissime pour terminer cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien, protégez-vous. N'hésitez pas, partagez, cliquez sur abonnement si vous n'êtes pas abonné, la petite cloche, je sais plus où je l'ai mis, peut-être là, quelque part. Je rappelle, je ne suis pas monétisé. Donc c'est juste voilà, pour faire plaisir, pour essayer de faire tourner les algorithmes, essayer de contribuer à ce que cette chaîne soit un petit peu plus visible sur YouTube, parce que si vous estimez que les informations que je vous donne, ou que les réflexions, les remarques, les outils de réflexion que je vous donne sont intéressants à savoir ou à connaître pour d'autres personnes, eh bien c'est le partage sans lucrativité de ma part. Portez-vous bien et à très bientôt.